Je suis Sébastien de Cumulus et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Julien. Ah, mais le plaisir est partagé, Sébastien. Voilà, merci à vous de participer à ce webinaire qu'on va essayer de rendre le plus interactif possible en répondant évidemment à vos questions en dernière partie. On va parler aujourd'hui d'attention, on va parler aujourd'hui d'engagement des apprenants et également d'engagement surtout des adolescents au travers du soutien scolaire et de l'activité des bons profs et évidemment du vidéo learning interactif. En attendant que tout le monde arrive et puisse se connecter pour cette heure que nous allons passer ensemble, je vous propose à toutes et à tous de partager dans le chat à droite, à l'aide probablement d'un emoji ou d'une petite phrase, votre humeur du jour. Voilà, votre humeur du jour. On est au mois de décembre, la pluie est un peu présente en France, un peu partout, Mossad, mais quelle est votre humeur du jour et quelle va être votre humeur pendant cette heure que nous allons passer ensemble? Voilà, en grande forme, au taquet. Moi, je vais vous dire comment je me sens aujourd'hui. Voilà, Julien se sent concentré, attentif et heureux. Et moi, impatient, très impatient de pouvoir démarrer et de pouvoir échanger avec vous pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Et il y a même de la neige qui tombe par la fenêtre pour Vanessa, donc qui est du coup d'une humeur guillerette. Voilà, ce qui est tout à fait sympathique. Voilà, je ne sais pas où est Vanessa pour qu'il y ait de la neige comme ça, mais c'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de neige qui tombait sur les régions montagneuses en ce moment même, en Savoie. Voilà, merci Vanessa. Bon, parfait. Ben, bienvenue encore une fois à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer cette heure ensemble. Et pour commencer, on va donc aujourd'hui parler non pas de mathématiques et de géographie, même si c'est dans le titre du webinaire aujourd'hui, mais de la manière de faire aimer, de faire adhérer, même aux adolescents, puisque c'est un vrai challenge, un vrai défi dont Julien va nous parler aujourd'hui, eh bien, aimer les matières, aimer l'apprentissage, aimer vivre des séquences d'apprentissage au travers de vidéos interactives et quelles sont les clés qui permettent justement d'avoir cette adhésion au niveau des adolescents. Donc, on va en parler aujourd'hui. On va vous délivrer un certain nombre de clés de lecture par rapport à cet apprentissage. Et puis, on va transposer aussi ces clés de lecture et ces clés d'engagement sur l'univers professionnel et dans l'environnement de la formation continue, de la formation que vous pouvez dispenser ou recevoir dans les entreprises. Avant de vous parler de tout ça, un petit mot sur nos deux entreprises qui ont des convictions partagées autour de l'apprentissage, autour de l'expérience d'apprentissage. Donc, pour ma part, je suis Sébastien d'Alberleg, je suis fondateur de Cumulus. Cumulus est une start-up lancée en 2015, start-up EdTech, donc qui apporte de la technologie au service de l'éducation, au service de la formation, créée depuis 2015 avec un axe fort qui est celui de l'engagement au travers des nouvelles expériences d'apprentissage. Et la vidéo est un des piliers de cette nouvelle expérience d'apprentissage que nous proposons, que nous avons développée, que nous appelons le vidéo learning interactif. Cumulus propose donc un outil SaaS, c'est-à-dire un outil auteur, c'est-à-dire un outil qui permet de fabriquer des modules, ces modules de e-learning de nouvelle génération qui permettent donc d'augmenter l'engagement, on va y revenir. Nous avons aujourd'hui chez Cumulus 350 clients actifs. Nous opérons essentiellement dans l'environnement B2B, donc entreprise, formation entreprise, avec 1300 concepteurs qui sont à la tâche sur la plateforme et une moyenne de 5000 modules créés par an. Alors, je vais pondérer un peu, ou en tout cas parler du chiffre de 2021, puisque donc 5000 modules, c'est ce qui est créé par an depuis la création de cette plateforme et son lancement en 2017. Mais on est à 17 000 modules aujourd'hui, rien que sur l'année 2021. C'est vous dire aussi l'accélération, évidemment, de la numérisation des formations,
de la création des modules e-learning et de tout ce sujet de l'expérience d'apprentissage en digital learning qui va derrière être porté aux apprenants et aux 4 millions d'apprenants qui ont déjà été formés sur l'expérience Cumulus. Voilà pour ma part pour un petit topo sur Cumulus. Julien, un petit mot sur les bons profs? Ben oui, donc je suis Julien Tartalière, je suis fondateur des Bons Profs. Et effectivement, on avait quand même toutes les raisons de se rencontrer, de se parler, puisque nous sommes aussi une start-up EdTech un peu plus âgée depuis 2011. Et c'est vrai que c'était quelque part, quand j'y repense aujourd'hui, une autre époque. YouTube n'était pas le même en 2011 qu'aujourd'hui, par exemple. Évidemment, TikTok n'existait pas, Twitch n'existait pas, et j'en passe. On se définit, nous, comme les spécialistes du soutien scolaire en vidéo. Et on s'adresse aux élèves de collège et de lycée et également à leur famille. Donc, dit autrement, on propose tout le programme de la 6e à la terminale dans toutes les matières, en français, en maths, en histoire géophysique, etc., dans des modules vidéo dont je parlerai un petit peu, mais ce qu'il faut savoir, c'est des synthèses de cours, ça ne remplace pas le fait d'aller en classe. On ne cesse de dire aux élèves, allez en classe, écoutez en classe, participez parce que vous avez fait au moins la moitié du travail quand vous avez fait ça. Mais quand on revient à la maison et qu'on est seul le soir, le week-end, pour faire ses devoirs, pour réviser un contrôle ou pour préparer le bac ou le brevet, ben en fait, on s'est rendu compte que les vidéos étaient très efficaces. Donc, on a produit 3000, en fait plus, 3000 vidéos de rappel de cours et de méthode. Et je pense que dans les 17 000 vidéos qui ont été modules, qui ont été traités cette année sur Cumulus, bah, il y en a une bonne partie, c'est nous, parce qu'effectivement, on a fait, et on va en parler, le travail pendant quasiment 6 mois de enrichir les vidéos déjà existantes chez nous avec les modules interactifs de Cumulus. On travaille avec une 50aine de profs, donc alors ce sont des vrais profs de collège et de lycée, ça veut dire qu'ils enseignent en classe voilà, toute la journée, et puis de temps en temps, ils viennent enregistrer les vidéos avec nous, ce qui est pour eux une démarche un peu différente. Et on a surtout, on est connu et reconnu auprès des élèves grâce à notre chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés, donc qui est sur une thématique, déjà 1 million d'abonnés, c'est pas si fréquent, et sur la thématique en proposant des vidéos de cours en maths et physique-chimie. Voilà, donc on est très content, et au-delà des chiffres, ce qui nous rend assez fiers et qui nous motive, c'est les retours des élèves, les retours dans les commentaires qu'on peut recevoir ou par mail, ou quand on rencontre des gens et qu'on leur dit ah, bah, nous c'est des bons profs, et que les gens nous regardent avec des étoiles dans les yeux en disant que c'est grâce à nous qu'ils ont eu 17 en maths au bac, même s'ils oublient que en fait c'est quand même leur travail au départ qui fait qu'ils ont des bonnes notes. Mais voilà, on sait qu'on a un impact auprès des élèves grâce à ces vidéos, grâce à chaîne YouTube et au site. On fonctionne aujourd'hui, nous, très rapidement sur vraiment en B2C auprès des familles, mais on propose aussi depuis peu des solutions pour les entreprises, et notamment les entreprises peuvent proposer à leurs salariés, en réalité aux enfants des salariés, mais ça permet effectivement à des élèves qui n'y auraient pas eu accès d'y avoir accès à des tarifs négociés. Voilà, en gros. Donc c'est moi qui passe les slides, c'est ça, hein? Je le fais. Donc la question qu'on a posée au départ, c'était comment une expérience d'apprentissage adaptée permet d'améliorer l'attention, la concentration et les résultats. En fait, en corollaire de cette question, celle que nous, on ne cesse de se poser depuis en fait 2011, c'est comment on fait pour motiver les élèves à revoir leurs cours, comment on arrive à faire en sorte qu'ils restent actifs et attentifs pendant leur révision, et Graal ultime, comment on fait pour leur donner envie, pour qu'ils trouvent du plaisir. Nous, c'est vraiment un point, donner envie d'apprendre, donner envie, c'est un élément important, parce que si on arrive à faire ça, voilà, on débloque beaucoup de choses. Alors, c'est pas évident parce que c'est des choses qui sont a priori pas hyper sexy pour les élèves, mais voilà, le point de départ de donner envie et d'aimer, c'est de comprendre. Après, il y a d'autres indicateurs qui vont jouer, mais voilà, nous, on essaie de travailler d'abord sur la compréhension. Parce qu'au final, et là, je pense que vous n'allez pas être surpris, on s'adresse quand même à des élèves qui, en tout cas dans le contexte dans lequel on est, n'ont pas envie de travailler.
Donc, ils n'ont pas envie de travailler, non pas parce que ce sont des méchants élèves indisciplinés, mais parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on est en soutien scolaire, donc on est en dehors de la classe, en dehors des cours. Donc ce sont des élèves qui, la semaine, ont eu 6, 7, parfois 8 heures de cours et qui rentrent le soir chez eux avec des devoirs à faire. Donc, on se souvient que c'est quand même pas si facile. Ils sont fatigués, ils sont obligés de le faire et a priori, ils n'ont pas envie. Ce dont ils ont envie, c'est plutôt de faire ça. Voilà, je pense que ça parlera pas mal aux parents d'ados. Voilà, et ça, c'est la réalité. Donc, notre proposition, depuis le départ, ça a été de faire de la vidéo. La vidéo parce que c'est un usage naturel pour les jeunes. C'est-à-dire que pour eux, c'est hyper naturel d'aller rechercher, quand ils ont une question, d'aller rechercher sur YouTube ou sur les autres réseaux maintenant vidéo pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas un usage auquel ils ne sont pas habitués. Ils regardent des vidéos, ils savent faire, c'est facile. Et puis, au niveau pédago, la vidéo, elle a quand même pas mal d'avantages, notamment alors, sur le format parce que c'est synthétique et ça va à l'essentiel. Donc, ça permet à l'élève de… Voilà, on va droit au but. Et de fait, nos vidéos, comme on n'est pas en classe, ne refont pas tout le cours en entier, évidemment. C'est des élèves qui l'ont eu en classe, mais on va aller à l'essentiel. C'est structuré. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Mais en fait, on retrouve à chaque fois 1, 2, 3 parties. Et ça, c'est vraiment très important pour suivre le cours et pour comprendre. Et puis, c'est répétable. C'est répétable parce que, déjà, techniquement, voilà, le prof ne se lâche jamais de répéter la même chose en vidéo. Et puis, comme c'est un format court, c'est facile de revoir plusieurs fois la même vidéo, pas forcément le jour même, mais à intervalles réguliers. Donc ça, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que les élèves adorent sur notre chaîne YouTube, sur notre site. On a quand même voulu aller un peu plus loin, et donc ça, c'est le travail qu'on a démarré sur le vidéo learning interactif. J'ai plus le terme exact, mais bon, voilà, en intégrant de l'interactivité dans la vidéo, parce que on se rend compte quand même que même si le format est naturel et simple à regarder, naturellement, et ça pour tout le monde, c'est pas que pour les jeunes, notre attention a la tendance un petit peu à s'évaporer et donc on voulait éviter ce qu'on appelle l'écoute passive, ça veut dire que j'écoute mais parfois en pensant à autre chose, et on voulait les rendre un peu plus actifs. Et entre parenthèses, c'est aussi dans les recommandations de l'institution, le ministère insiste beaucoup sur l'apprentissage actif, rendre l'élève acteur de son apprentissage. Donc, je ne dis pas que cette solution est magique et répond à tout, mais elle va en tout cas dans ce sens. Voilà. Donc, on a travaillé sur ça. Et alors, je vais vous proposer non pas de faire des maths et de la géo comme indiqué dans le titre, mais de vous faire revoir un petit peu de la SVT et de la SVT, et on est sur du programme. J'ai un doute en fait, je crois que c'est de la première, sur les variations climatiques. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu de la vidéo. Les facteurs à l'origine des variations climatiques récentes. On a vu dans une autre séquence que les variations climatiques récentes correspondent aux modifications du climat de la Terre des 800 000 dernières années. On a expliqué comment reconstituer ces climats considérés comme récents. On va voir ici quels sont les paramètres qui ont fait varier ce climat au cours donc, des 800 000 dernières années. Le premier paramètre étudié est la variation des paramètres orbitaux de la Terre. On sait que la Terre tourne autour du Soleil et que cette orbite peut varier entre une forme circulaire et une forme elliptique. Voilà, donc bon, je vous épargne un petit peu le cours, même si je sens que vous êtes tous très intéressés. Mais on peut déjà voir sur le format des vidéos tel que nous on les a définis. En fait, nous on considère que c'est ultra simple. Ça veut dire qu'effectivement, on voit l'enseignante, Anne-Sophie, donc prof de SVT, un tableau sur lequel on écrit à la craie. Donc c'est vraiment des repères que tous les élèves ont encore aujourd'hui. Et il n'y a pas tellement d'animation, il n'y a pas beaucoup de distracteurs, si ce n'est quelques éléments qui viennent appuyer le discours, donc avec des mots-clés essentiellement. De temps en temps, on va ajouter de l'illustration, mais on garde toujours bien en tête qu'il faut éviter les distracteurs. Voilà. Et donc, ce qu'on a rajouté par rapport à ça, donc, ce sont les petits quiz. Alors,
Ce sont des quiz, donc on va essayer de le faire ensemble, mais en réalité, si on a été attentif pendant la vidéo, c'est relativement simple. Évidemment, comme nous, on l'a pas été, c'est un peu plus dur. Donc, Sébastien, je te mets au défi donc de répondre. L'excentricité, à quoi tu le relierais? Alors, l'excentricité. C'est pas si facile, hein. Non, parce que l'éloignement de l'orbite. Non. J'ai besoin de votre aide dans le chat. Je ne sais pas si on a compris. C'est on va tricher comme ça. Ouais, Allez. Non, en tout cas, l'orbite, c'est la trajectoire circulaire ou elliptique de la Terre. Alors, orbite, trajectoire circulaire. L'excentricité, l'éloignement de l'orbite de la Terre. Allez. Voilà, et puis… On dit que c'est bon? Ouais. Allez, je valide. On a bon. Bon. Presque. Voilà. Donc là, ça c'est le principe. On peut recommencer. Alors du coup, moi je vais quand même donner la bonne réponse si je m'en souviens. L'excentricité, c'est effectivement l'obliquité, l'orbite. Je pense que là c'est bon. Bah non. Bon. Voilà. On va dire qu'on a encore du travail. Un truc intéressant aussi que nous a permis l'outil Cumulus, c'est de rajouter du chapitrage. Parce que ça, c'est vrai que l'inconvénient de la vidéo, c'est que elle est moins, on peut moins screener. Je cherche le terme français, mais je l'ai pas. On peut moins screener que dans un texte. Un texte, on peut aller dans un paragraphe, sauter un paragraphe parce qu'il y a des titres, etc. Dans la vidéo, c'est un peu plus dur, si ce n'est en rajoutant du chapitrage. Donc, c'est vrai qu'un élève qui se dit, moi, en fait, c'est l'effet de serre que j'ai pas compris, il va pouvoir y aller directement en s'épargnant l'étape d'avant. Donc là, on a un autre quiz. On n'a pas suivi le texte, mais on va dire que, en complétant ce texte, la couche d'ozone protège les êtres vivants de rayons solaires nocifs. Une autre partie des rayons atteint la surface de la Terre qui les absorbe et émet une chaleur sous forme de rayons, alors, ultraviolets. Mettons, une partie de ces rayons reste bloquée dans l'atmosphère. Voilà, c'est quand même des thèmes que j'ai en tête, mais je sais que je fais une erreur quelque part. Oui. Chaque fois, je ne retiens pas que c'est infrarouge. Voilà, et un petit feedback derrière, on en parlera, on utilise notamment l'univers des jeunes pour ça, et puis voilà, pour finir, un dernier quiz, pour voir si on est bon. Il se lance. Alors, ça c'est de la culture générale quelque part, allons-y. Plus la température des eaux océaniques augmente, moins le dioxyde de carbone y est soluble. Plus le dioxyde de carbone y est soluble. Je crois que c'est ça, pas du tout. L'albédo est défini par le rapport, alors ça je le sais, parce que j'ai révisé. C'est le rapport entre la quantité d'énergie réfléchie par une surface et la quantité d'énergie reçue par cette même surface. Absolument. La lumière, la vitre symbolise la surface du Soleil, non la surface de la Terre, non la surface de l'atmosphère. Absolument. Et bon, on a un peu de potentiel, mais tout n'est pas bon. Voilà, donc je présente rapidement, mais tout ça, on l'a pour nos 3000 vidéos de cours. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a demandé aux élèves ce qu'ils en pensaient. Donc, on a fait un petit sondage auprès de nos utilisateurs. Bon, pour le coup, on est content, c'est très prometteur. Ce sont des questions sur leurs sentiments, et c'est pas forcément, on mesure pas la réalité de leur attention ou de leur compréhension, mais en tout cas, en termes de sentiments, et ça reste très important, ils ont le sentiment d'être plus attentifs avec ces vidéos et avec l'interaction dont elles disposent. Ils ont, encore plus important, l'impression de mieux comprendre, et ça c'est quand même pour nous hyper important. Et sur la motivation, qui est vraiment la partie difficile,
ils sont encore 2/3 à se dire plus motivés, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'en regarder davantage grâce à ces ajouts interactifs. Et de manière quantitative, eh ben, on observe que, alors là, on a regardé les chiffres sur le premier trimestre, donc septembre, octobre, novembre. On observe que par élève, le nombre de vidéos vues augmente vraiment fortement, plus 68%. Même si, voilà, difficile de savoir la proportion d'impact liée à ces vidéos dans ce chiffre, mais quand même, c'est important, même si on a revu, nous, notre interface. Et puis, il y a quand même, pour les élèves de première et de terminale, un contexte qui fait que le contrôle continu est beaucoup plus important. Chaque contrôle compte pour le bac. Donc, c'est vrai qu'ils sont moins en mode bachotage en fin d'année, mais plus travail régulier sur l'année, ce qui est le principe de cette réforme du bac qui a 2 ans maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est quantitativement vraiment significatif, hein, 68% par élève. Ça fait beaucoup de vidéos en plus. Donc, on est très content pour le moment. On suit ça. C'est un projet qu'on a démarré voilà, la rentrée de septembre de cette année scolaire. Alors, bon, bah, comment on a fait tout ça? Comment on a réfléchi un petit peu à tout ça? Alors, on a travaillé sur 4 piliers sur lesquels repose l'expérience. Et on a travaillé avec des profs de chez nous, 3 profs. Alors, notamment le premier en haut à gauche, Bertrand, qui est notre directeur pédagogique et qui est prof de maths par ailleurs, qui devait être présent avec nous, puisque c'est vraiment lui qui a piloté tout ce projet, mais eh ben, il est en classe aujourd'hui. Voilà. Donc à cette heure-ci, il est, je ne sais plus si c'est avec les secondes ou les premières, mais il est en cours. Donc on a travaillé avec Bertrand, Élodie et Alain, avec qui on travaille en fait depuis plusieurs années, qui ont défini un petit peu la façon dont on pouvait, enfin les informations qui pouvaient être importantes dans les vidéos. Et on travaille avec depuis 1 ou 2 ans avec Or Élise, une chercheuse en sciences cognitives, qui vraiment nous a accompagnés, nous a donné l'impulsion, nous a donné tous les repères sur l'état de l'art de la connaissance en sciences cognitives. Donc c'est vraiment à partir de ça. Alors on n'a pas utilisé tout les sciences cognitives pour enrichir les vidéos, mais on s'est appuyé sur 4 piliers autant que possible, parce qu'évidemment, c'est quand même un domaine qui est assez vaste. Alors, ces 4 piliers, lesquels sont-ils? Eh bien, le premier, et je ne vais probablement pas vous surprendre, et on en a déjà parlé, c'est l'attention. C'est-à-dire que l'attention, c'est le socle indispensable. S'il n'y a pas d'attention, tout ça ne sert à rien. Et on sait aujourd'hui quand même que l'attention, c'est le nerf de la guerre, hein. On est sollicité en permanence pour nous prendre notre attention. On a un niveau d'attention qui est très limité. Et donc, voilà, il faut réussir à capter et maintenir l'attention. D'ailleurs, entre parenthèses, on dit souvent que l'apprentissage, c'est essayer d'automatiser un maximum de choses pour se libérer de l'attention. Quand vous apprenez un instrument de musique, et ben en fait, vous arrivez à automatiser pour que votre attention, voilà, vous puissiez la mettre ailleurs. Quand vous conduisez une voiture, au début, vous mettez plus d'attention que par la suite, ce qui vous permet de faire attention à ce qui se passe autour de vous plutôt qu'à comment on active les pédales, quoi, hein. C'est le plus important. Donc l'attention, nous on s'est appuyé sur une définition assez simple. D'abord, c'est fixer sa pensée sur un objet, parce que l'attention est sélective, et c'est maintenir sa pensée sur un objet, qui est la concentration. Et alors, un petit truc rigolo pour illustrer le fait que l'attention est sélective, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, pour certains en tout cas, mais si vous connaissez pas, je trouve que c'est assez sympa à faire et à voir. Et même si vous connaissez, vous pouvez le refaire parce que c'est toujours sympa. Je vous mets cette petite vidéo et vous laissez guider pour voir un petit peu ce que ça donne. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the Vous comptez le nombre de passes que les joueurs en blanc se font avec la balle de basket. Évidemment, il y a une équipe en blanc et une équipe en noir. C'est compliqué. Et ils bougent. How many passes did you count? Hop, je fais une petite pause. Donc là,
voilà, l'objectif, c'est de voir si on a été suffisamment attentif pour compter le nombre de passes. Alors, je ne sais pas si… Ah, il y a un petit peu d'écho, ouais. C'est le problème de la vidéo. Voilà. Si tout le monde a bien compté le nombre de passes, dans le chat, par exemple. Bon, si vous connaissez le truc, voilà, ne le dites pas. Ok, 15. Alors, regardons la suite. Je suis navré pour l'écho. The correct answer Donc, is 15 effectivement, 15 passes. passes. Donc, But vous êtes did bien you see the attentif. gorilla? Est-ce que vous avez vu le gorille? This video is from a search by Daniel Simon. Hop. Voilà, donc oui, bah, vous l'avez vu, tout le monde ne l'a pas vu. Ouais, bah, alors ça, c'est vraiment un truc. Moi, je sais que la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas vu. Et je trouve ça assez extraordinaire. En fait, c'est très facile de ne pas voir ce qu'on regarde pas. Donc, voilà, l'attention, c'est le point de départ. Et donc, nous, dans les vidéos, alors, voilà, on en règle une partie. Hein, c'est que la vidéo en elle-même, déjà, comme j'en parlais tout à l'heure, elle limite les distracteurs au maximum. Donc ça, c'est pour capter l'attention. Et puis ensuite, à chaque fois qu'on vient mettre un quiz, on vient réanimer de l'attention de l'élève et surtout, on va le forcer à s'intéresser, à mettre son attention sur les points importants de la vidéo, parce que du coup, on l'interroge sur les points importants. Donc en faisant ça, on sait qu'on ranime un peu de l'attention. Et puis une fois que les élèves ont compris le principe des quiz, quand ils savent qu'à chaque fois, on va les interroger sur ce qui vient d'être dit dans la vidéo, pour le défi, ils vont être aussi plus attentifs en sachant que derrière, il y a un quiz qui va apparaître. Voilà pour la partie attention. Ça marche? Ça marche. Alors, une fois qu'on a capté l'attention des élèves, il y a un deuxième pilier qu'on appelle susciter de l'engagement actif et qui correspond en soi à motiver l'élève et à faire en sorte qu'il ait confiance en lui. Alors là, c'est, voilà, je dis le Graal pour tout enseignant parce que avoir des élèves motivés, de fait, ça fonctionne beaucoup mieux, mais c'est quand même très difficile. Voilà, donc j'ai cette petite BD de Mafalda qui est bien représentative, qui est assez sympa. Mais c'est vrai qu'une fois que si on arrive à motiver, voilà, on a fait une grosse partie du travail. Alors, qu'est-ce qui nous motive à apprendre? Donc là-dessus, on s'est appuyé sur voilà, des choses sur la motivation. Il y a de la motivation intrinsèque, il y a de la motivation extrinsèque. Curiosité, sentiment de compétence, fierté, autonomie, défi. Ça correspond à la motivation qui vient de nous. Il y a une autre forme de motivation où en fait on nous oblige, voilà, les parents, les profs, tout ce qui est niveau social, où en fait on est sollicité avec la valorisation, qui vient de l'externe. Mais on sait que la motivation intrinsèque est beaucoup plus forte pour l'apprentissage à long terme. Donc c'est là où donner envie, faire aimer a une importance. Ces leviers de motivation marchent très bien pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, puisque voilà, en fait, les jeux vidéo ne cessent d'activer ces leviers de curiosité, aller trouver le petit truc secret caché, de lancer des défis, de se dire au début c'est compliqué, d'avoir des défis qui sont progressifs mais quand même atteignables, etc. Donc là, les jeux vidéo jouent beaucoup là-dessus. Et puis donner confiance, là on le redira, mais il y a toute la partie erreur qui en fait partie de l'apprentissage. Et ça, alors le système scolaire n'a pas toujours été dans ce sens, mais il l'est de plus en plus. On dédramatise l'erreur, c'est pas grave, et surtout on essaie de garder un climat chaleureux et bienveillant. Donc nous, ça se traduit effectivement par les quiz qui sont des défis qui donnent envie d'avoir juste. Hein, on n'aime pas ne pas avoir bon, mais quand on a une erreur, on a quand même un message sympa, bienveillant et la possibilité de recommencer. De fait, on travaille en autonomie, on n'est pas jugé. C'est-à-dire que si on se trompe, personne ne va se moquer de nous. Donc on peut y aller et tenter sa chance. Et puis un truc important, en tout cas qui nous paraît important, et je pense qu'il peut avoir aussi un lien quand on est formateur, c'est de parler la même langue que l'apprenant. Donc
On l'a aperçu un petit peu, mais nous, on a beaucoup utilisé des GIFs et du texte, enfin, et de la formulation qui sont dans l'univers des ados. Voilà, parce qu'on pense que ça, dans ce climat chaleureux, ça participe à rendre l'expérience plus sympa. Voilà, donc il faut motiver, donner confiance. C'est dur, hein, voilà. C'est sûr que les vidéos aident, les modules interactifs aident, mais il y a un long chemin pour y arriver, hein, surtout à nouveau dans le contexte où les élèves sont après la classe, sont fatigués, en ont marre, ils n'ont pas envie. Donc, voilà. Un troisième pilier, voilà, le troisième sur les 4, ben, c'est le feedback. Bon, là, à nouveau, hein, ce n'est pas des choses extraordinaires, révolutionnaires, mais si vous voulez garder l'élève, l'apprenant motivé, ben, en fait, si on n'a pas de feedback, si on n'a pas de retour, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même d'entendre que ce qu'on a fait, c'est bien. Déjà, de reconnaître qu'on a fait quelque chose, de nous dire que c'est bien, éventuellement de nous donner des indications pour s'améliorer. Voilà, c'est essentiel. Donc là, le feedback, il a 4 fonctions. Bon, enfin, je pense que si vous êtes dans la pédagogie, c'est des choses que vous connaissez. Confirmer, hein, c'est que l'élève se dise « super, j'ai réussi ». Ajuster, c'est l'élève qui se dit « bon, ok, c'est pas ça, mais ok, je comprends ce qu'on attend de moi ». Compléter, bon, ce que j'ai mis, c'est pas mal, mais j'aurais pu aussi ajouter ça, et puis restructurer. L'élève qui va pouvoir se dire « ok, bon, je comprends maintenant que c'est ces 2 points-là qui sont les plus importants ». Autant que possible, quand on fait un feedback, on apporte de la valeur ajoutée, donc on apporte des éléments supplémentaires, que l'élève ait réussi ou pas. Ça, nous, on a essayé de le faire autant que possible, mais voilà, on sait que c'est un travail qui est plus large que simplement regarder la vidéo. C'est pour ça que nous, on propose aussi des exercices sur le site, et puis il y a le travail en classe qui permet ça. Et puis très important, il faut faire un feedback tout de suite, notamment parce que l'élève il a envie de savoir s'il a eu bon ou pas, et puis surtout pour ne pas qu'il mémorise l'erreur quand il s'est trompé. Même si le feedback est 2 minutes après, bah, en fait, potentiellement il a mémorisé cette erreur et la réponse ne lui permettra pas de mettre à jour. Voilà. Et puis donc, on l'a dit, mais on le redit, valoriser l'erreur, dire que ça fait partie de l'apprentissage. C'est vraiment un point important, surtout dans ce contexte où nous, on sanctionne pas, quoi. Enfin, tout se passe bien, tout va bien aller, on a le droit de se tromper. 4e et dernier pilier, la consolidation, dit autrement la mémorisation, parce qu'évidemment tout cela n'a pas de sens si on ne mémorise pas à long terme. Alors c'est vrai que le bachotage, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Même si voilà, la réforme du bac limite cet effet de bachotage puisqu'il y a moins d'épreuves finales et plus de contrôle continu. Mais voilà, c'est probablement la partie où les élèves ont le plus de difficultés, c'est la mémorisation à long terme, essentiellement parce que c'est dur. Il faut être capable de réactiver le réseau neuronal qui s'est créé quand on apprend. Ce réseau, il se crée progressivement dans la durée avec de la répétition. Donc voilà, c'est une démarche qui est plus large à nouveau que la vidéo. Donc ça, nous, on y travaille aussi avec des éléments supplémentaires, en gros, pour notamment proposer de la répétition plus systématique pour les élèves. Des éléments quand même intéressants, on mémorise mieux ce que l'on comprend. Donc c'est vrai que nous, en partant du principe qu'on aide les élèves à mieux comprendre, on espère en tout cas qu'ils vont mieux mémoriser. Pour illustrer ça, je peux vous faire ce petit exercice. Voilà, essayez de mémoriser ces 2 phrases, elles ne sont pas très longues. Et donc je vous mets au défi de mémoriser la première et la deuxième phrase. Je pense que vous comprenez l'idée. Il y en a une qui est plus facile à mémoriser que l'autre. Voilà. On comprend mieux, on mémorise mieux, pardon, ce que l'on comprend. Les modules vidéo courts permettent de répéter facilement l'apprentissage. Donc ça, voilà, j'en parlais, c'est de la répétition. Donc le fait que les vidéos soient courtes le permet.
voilà. Nous, aujourd'hui, on travaille sur un outil qui va faciliter cette répétition. Et puis, intéressant aussi, la diversité des évaluations améliore la compréhension. En fait, l'idée, c'est d'amener l'élève à penser l'information différemment. Voilà. C'est-à-dire qu'on va l'interroger d'une certaine façon, on va l'interroger sur la même notion, mais avec un autre type de quiz. Ça va le forcer, ça va l'amener à se poser la question différemment, à visualiser la notion différemment. Voilà. Bon, de tout ça, c'est pas une invention de notre part, en fait. Hein, ces 4 piliers de l'apprentissage, ça vient effectivement des sciences cognitives et notamment de Stanislas Dehaene, qui est aujourd'hui la référence au niveau de l'institution, puisqu'il est intégré au ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un scientifique français, un chercheur français sur les sciences cognitives. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur ces 4 piliers, l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Voilà pour comment on a construit ça. Merci, merci Julien. Donc, pour ma part, je vais du coup, dans la continuité de ce que les bons profs ont mis en place en termes d'expérience d'apprentissage, on l'a vu sur les 4 piliers. Vous expliquez un peu comment ces 4 piliers et comment finalement cette expérience d'apprentissage, elle est valable également dans l'environnement professionnel, dans la formation continue et comment on peut transposer finalement cette démarche qui, autour de ces 4 piliers, va augmenter l'engagement des apprenants, leur attention, leur adhésion et leur ancrage. On a vu aussi l'histoire de la mémorisation. Et comment on peut avoir aussi ces clés de réussite qui sont adaptées et adoptées par l'univers professionnel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, dans l'univers professionnel, les apprenants aujourd'hui sont des anciens étudiants, des anciens adolescents. La proportion de collaborateurs qui sont des digital natives est de 62% aujourd'hui dans l'entreprise, donc elle est majoritaire et évidemment ce pourcentage va s'accentuer. Et donc ces collaborateurs, ces profils en entreprise qu'on doit former, eh bien ils sont tout en étant digital native, habitués à un certain nombre d'usages digitaux du quotidien, dans leur comportement, dans leurs usages avec leur téléphone mobile, dans leurs usages sur tous les supports numériques et les plateformes. Et donc, quand on regarde un peu ce que ces collaborateurs en entreprise répondent à un certain nombre de questions sur le digital learning, sur la formation e-learning et sur leur réflexe, on va dire, d'usage, eh bien, ils ont majoritairement comme réflexe d'aller se former sur YouTube, même sur un sujet professionnel. Donc là, on retrouve vraiment une similitude avec le comportement adolescent. Alors, les adolescents auraient probablement répondu plutôt 95% ou 99% peut-être, mais on note que ces comportements qui visent à donc aller sur une plateforme vidéo qui n'est pas une plateforme de formation, et je le rappelle ici parce que quand on voit le travail des bons profs aujourd'hui pour créer une vraie plateforme de formation avec des contenus évidemment maîtrisés, avec une expérience adaptée à l'apprentissage, je rappelle juste que YouTube n'est pas une plateforme de formation. Mais le réflexe est installé et ce réflexe-là, il est installé y compris, encore une fois, dans l'entreprise et sur des sujets professionnels. Il y a notamment une histoire assez incroyable aux États-Unis où des chirurgiens se sont formés et se sont auto-formés à la réduction de la fracture du coude sur des vidéos YouTube et ont exercé ensuite. Il s'est avéré que quand les autorités compétentes ont passé au crible les 800 vidéos qui étaient dispensées sur le sujet, seuls 14 respectaient les codes de la chirurgie pour réduire la fracture. Donc, c'est vous dire à quel point, en plus, le sujet, évidemment, du contrôle du contenu est un vrai sujet. Mais en tout cas, c'est vous dire aussi à quel point le réflexe est installé. Et donc, le support vidéo, la consommation de vidéos et la formation par la vidéo est un élément qui est très dominant aujourd'hui dans l'entreprise et très plébiscité par ses collaborateurs d'entreprise qui sont aussi des utilisateurs digitaux du quotidien. Donc, aujourd'hui, l'apprenant en entreprise on l'a dit, majoritairement digital native, il va aller plutôt sur des formats animés, des formats vidéo, des formats de podcast.
et va être plutôt dans une dynamique proactive d'auto-formation avec une appétence assez forte pour la gamification, le gaming. Alors là encore, dans des proportions moindres que les adolescents, évidemment, par rapport à ce qu'évoquait Julien tout à l'heure sur les jeux vidéo, mais on retrouve dans les comportements, on retrouve dans finalement les paramètres de la posture d'apprentissage et de la volonté d'apprendre, on retrouve des éléments similaires et qui vont donc faire que finalement l'expérience d'apprentissage qui leur est proposée, c'est un facteur très très important de la performance de cet apprentissage, de la performance du e-learning. On est souvent concentré sur le contenu, sur le fond, et évidemment très important, mais la forme, l'expérience elle-même qu'évoquait Julien et l'amélioration de cette expérience et le fait d'avoir une expérience qui est alignée avec les usages digitaux du quotidien en utilisant les codes, eh bien, va permettre de créer une posture positive, une posture d'attention beaucoup plus importante et une adhésion du coup plus forte et du coup un ancrage également beaucoup plus important, notamment par l'intermédiaire des jeux, des activités pédagogiques qui sont dispensées tout au long de l'expérience. Dans l'expérience qui peut être développée, donc le vidéo learning interactif et l'expérience développée grâce à la plateforme Cumulus, en fait, il y a 5 ingrédients qu'on utilise sur des modules de formation, encore une fois, en univers professionnel, mais qui vont effectivement être extrêmement efficaces pour les adolescents également, comme Julien l'évoquait. L'interactivité, alors on a vu l'interactivité, en fait, assez rapidement, on regarde une vidéo et puis on a la possibilité de cliquer sur des cibles pour ouvrir des jeux, des activités pédagogiques, du contenu complémentaire. Cette interactivité, elle sert à plusieurs choses. La première, c'est évidemment d'apporter un contenu et puis de tester. Je vous montre quelque chose et je vous teste tout de suite et de manière contextualisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans une logique où on va vous dispenser du contenu pédagogique et puis vous interroger une heure après avec un quiz final de 50 questions. On va être dans ce sujet de je vous montre, je vous explique et je vous teste tout de suite. Donc l'ancrage est situationnel et ça permet d'avoir des résultats bien meilleurs puisqu'on vient de comprendre ce qui était dit et comme le disait Julien tout à l'heure, cette compréhension de ce qui a été dit va permettre derrière d'avoir un ancrage plus fort ou de refaire s'il y a besoin de refaire. Donc l'interactivité, c'est cette contextualisation, mais c'est aussi un ingrédient très important de renouvellement du cycle d'attention. Ce qu'on constate aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que lorsqu'on regarde une vidéo, et c'est la même chose pour les adolescents, on a une certaine passivité et le cycle, en fait, la courbe d'attention diminue de 80% au bout d'1 minute 10. Quand on est sur des sujets professionnels, cœur métier compétences, on passe plutôt à 2 minutes 10, 2 minutes 20. Mais ce sont des temps très courts. Et donc, sur YouTube, on est à 47 secondes, je crois, en moyenne aujourd'hui. Mais ce sont des temps très courts. Et donc, cette courbe d'attention descend très fortement. Et donc, il faut renouveler le contrat d'attention, il faut renouveler le contrat d'engagement avec l'apprenant très régulièrement. Et l'interactivité sert à ça. L'interactivité va servir à engager au sens physique, puisqu'on va pouvoir cliquer sur les cibles ou au touch. D'ailleurs, ça fonctionne très bien sur mobile et sur tablette. Bref, on va comme ça réengager et créer des éléments qui vont renouveler le cycle de concentration et faire remonter ou en tout cas éviter de faire descendre cette courbe d'attention lors du module. Et sur un webinaire d'1 heure, c'est combien le temps d'attention? Il faut poser la question à nos participants et il faut voir voilà, si effectivement ils sont toujours avec nous, mais c'est le cas en tout cas, ce que je vois. Merci à vous. Voilà, donc effectivement, par rapport à ça, l'interactivité est dominante et très importante. La notion expérientielle, la notion d'expérience, j'y reviens pas. C'est vraiment le fait d'être en vidéo, le fait d'avoir cette interactivité, c'est l'ensemble du parcours. La granularité, en revanche, est un point aussi également important, c'est-à-dire le système de chapitrage que vous avez vu, que Julien a montré. C'est un système qui va permettre, là encore, de projeter l'apprenant dans les sujets qui vont lui être proposés. Si vous faites une vidéo pédagogique qui dure 1 heure et que vous ne savez pas de quoi on va vous parler pendant cette heure, encore une fois, vous allez très rapidement décrocher. Donc, la granularité permet de séquencer, d'avoir du micro-learning, d'avoir des éléments
de découpage qui permettent de projeter l'apprenant, même s'il ne peut pas naviguer librement et même si on a une chronologie dans l'apprentissage, il est projeté dans les différents sujets, tout comme si on démarrait un cours, on a généralement pour habitude de donner un peu le sommaire ou démarrer un webinaire, on va vous parler un peu de ce qu'on va évoquer. Mais dans une vidéo, ce n'est pas possible. Donc, la notion de granularité, la notion de découpage est primordiale au sens des chapitres. Le deuxième avantage de la granularité, je réponds du coup indirectement à une question qui a été posée sur l'adaptabilité des contenus. On ne vous a pas montré aujourd'hui, ce qu'on vous a montré aujourd'hui comme exemple, c'est un parcours qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que je fais un premier chapitre, puis un deuxième chapitre, puis un troisième chapitre. Mais ce système de chapitrage permet également, si on utilise ce qu'on appelle l'embranchement et qui est disponible dans Cumulus, de créer une arborescence dans les contenus qui va faire en sorte que l'apprenant, en fonction de sa première réponse ou de son premier choix, va être orienté sur telle ou telle branche. Donc, l'adaptabilité de l'apprentissage à chaque apprenant que Laurent évoquait dans sa question, voilà, la réponse qu'on peut apporter, c'est cette arborescence et ces points décisionnels, ces carrefours décisionnels qui vont orienter l'apprenant sur telle ou telle branche en fonction de sa réponse ou de son comportement, évidemment avec des sauts de branche possibles pour le ramener progressivement dans un programme principal si on souhaite être sûr qu'il va voir le programme principal. Mais on peut créer des dérivations et adapter comme ça au comportement et aux réponses qui sont apportées. Mais ça, c'est 2022 avec les bons profs pour les embranchements, c'est l'étape suivante sur l'adaptabilité. Il y a un point aussi sur l'adaptabilité de manière générale, c'est aussi la diversité des contenus et donc le volume des contenus. C'est-à-dire qu'il faut être capable, pour proposer une vraie expérience adaptive, c'est d'avoir, pour la même notion, 3, 4, voire plus de façons de présenter cette notion. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est hyper compliqué. Oui, tout à fait. Ça démultiplie les nécessités de production et effectivement les scénarios à écrire. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui existe et qui, dans l'univers professionnel, voilà, est utilisée de plus en plus. On le voit, nous, sur les plateformes, et sur la plateforme, la création de modules, on a de plus en plus d'utilisation de cet embranchement. La fluidité, un quatrième ingrédient très important aussi, on parlait de l'attention, on parlait de capter, on parlait de l'expérience. Et le fait qu'on soit dans un environnement défini avec différents chapitres et qu'on reste dans cet environnement et que ce soit fluide en termes de séquençage et d'enchaînement des séquences, c'est très important aussi pour maintenir l'attention, pour être dans une posture et un environnement qui capte. Parce que si vous avez une expérience qui n'est pas fluide, une expérience qui est séquencée, mais qui est séquencée de manière assez brutale, entre de la documentation de slides, puis après des vidéos, puis après des quiz, etc., vous avez une difficulté en fait à mettre en cohérence l'ensemble du parcours. Et donc, c'est dans cette dimension-là aussi que le multimédia et que l'approche d'agrégat du parcours est très important. Donc, la fluidité qui est je rentre dans une expérience d'apprentissage et je vais y rester. Et on va m'y maintenir avec des cycles, avec des interactivités et avec une organisation qui est extrêmement fluide. Eh bien, c'est un vrai point important. Et c'est là aussi où on va me faire les feedbacks directement dans l'expérience. On parlait de feedback tout à l'heure. Voilà, j'ai une vidéo qui m'est proposée. On va m'interroger sur la compréhension et puis on va me donner du feedback tout de suite sur les réponses que j'ai pu apporter en me proposant de refaire. Donc, cette fluidité-là et cette pré-organisation du parcours dans le module Cumulus, elle est de module de vidéo learning interactif, elle est extrêmement importante pour l'efficacité d'apprentissage et l'efficacité du module e-learning. Et puis enfin, la gamification, aussi un levier très important par rapport justement à la notion ludique, à la notion de jeu, à la notion de diversité des activités pédagogiques aussi, très important par rapport à ça. Et puis, grâce à l'interactivité, on peut aussi être sur des scénarisations qui vont pousser jusqu'à des jeux dont vous êtes le héros, des scénarisations dont vous êtes le héros. Vous pouvez avoir beaucoup de mise en situation qui est peut-être moins adaptée par rapport au sujet des cours, mais qui, en entreprise et dans les mises en situation d'entreprise, notamment sur les soft skills, notamment sur le management, le feedback, tous les sujets qui peuvent intéresser les managers. Et effectivement, un format escape game, vous pouvez
à voir avec l'interactivité, avec l'arborescence et l'embranchement dont je vous parlais tout à l'heure, un niveau de gamification assez fort. Et ce niveau-là, il va encore une fois décupler la performance pédagogique de votre module et de l'expérience. Et j'ai un dernier mot sur la pédagogie inductive. C'est vrai que la vidéo, c'est aussi le média de la mise en situation. Donc, ça sous-tend que quand on est en situation entre des collaborateurs, sur des gestes métiers, par exemple, également, eh bien, cet effet miroir-là a une puissance cognitive très forte et amène une pédagogie inductive de constater une situation, constater une évolution de situation et du coup apprendre de ce constat-là et apprendre de cette scénarisation-là. Donc, c'est aussi un des points assez forts de la vidéo et du vidéo learning interactif qui plus est. Voilà un peu pour ces clés de transposition. Et vous voyez qu'il y a voilà, qu'il y a une vraie symétrie ou en tout cas une vraie superposition d'un certain nombre de composants de l'expérience d'apprentissage qui est appliquée pour les adolescents par les bons profs et par le groupe de travail qu'ils ont pu réaliser depuis l'évolution de leurs vidéos vers des vidéos learning interactifs et ce qu'on peut faire en entreprise et les leviers qu'on peut activer en entreprise grâce à cette expérience-là. Et on constate, et c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui, voilà, des similitudes et des similitudes sur des populations qui sont relativement différentes au départ, mais qui en réalité fonctionnent de la même manière puisque ça reste des individus avec des points d'exacerbation parce que leur contexte et leur âge et leur obligation est différente, mais on reste dans du comportement et un rapport au digital qui est finalement assez similaire. Et l'autre composant aussi, c'est ce que Julien évoquait, c'est le côté obligatoire. Finalement, l'adolescent, il est obligé d'aller à l'école, il est obligé de faire ses devoirs, il est obligé de passer ses examens, etc. Donc, et puis ses parents éventuellement sont sur son dos, etc. Donc il y a une obligation. Et bien en fait, cette obligation-là, elle pèse. Et donc on doit pouvoir, en l'aidant, proposer une expérience assez motivante, assez bienveillante, assez engageante. Et ben, dans l'univers de l'entreprise, quand vous interrogez un peu les collaborateurs, les 2/3, voire un peu plus dans certains domaines, sont des formations obligatoires, sont des formations réglementaires, des formations de compliance. Et ces formations et cet environnement de formation obligatoire est également pour eux très pesante, prend beaucoup de temps et donc crée finalement une frustration par rapport à ces expériences proposées et puis voilà, une concentration qui est assez faible. Donc sur ces sujets-là, encore une fois, l'expérience proposée, au-delà du contenu, mais l'expérience proposée, donc le contenant, joue un rôle prépondérant dans l'adhésion et dans l'efficacité du dispositif pédagogique. Et donc, on espère dans ce qu'ils peuvent retenir et apprendre, puisque ça peut avoir des conséquences importantes sur leur développement en entreprise, et pas forcément sur leurs compétences, mais sur leur évolution dans l'entreprise. Super. Voilà ce que on pouvait vous partager aujourd'hui et cet alignement, encore une fois, entre l'environnement ado, les clés d'expérience proposées aux ados qui fonctionnent aujourd'hui sur la plateforme lesbonsprofs.com et ces clés d'expérience qui sont également transposables dans l'environnement professionnel, dans la formation continue. Donc, c'est le moment, si vous avez des questions et souhaitez échanger, c'est le moment de le faire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées à laquelle on a répondu directement ou indirectement sur cette partie-là, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions à nous poser. Moi aussi, j'ai une question après. Peut-être avant, alors Julien, si tu veux. Alors, ben, moi, ma question, c'est quels sont
les prochaines évolutions, fonctionnalités incroyables dont on pourra disposer en 2022? Sur la plateforme, donc on a un certain nombre de nouveautés qui sont prévues. La première, c'est tout ce qui concerne l'accessibilité des modules, notamment tout ce qui est sous-titrage automatisé, et tout ce qui va permettre voilà, de rendre plus accessibles les modules, soit en français uniquement, soit dans d'autres langues avec de la traduction automatique, etc. Donc ça concerne peut-être un peu moins à ce stade les bons profs, sauf à aller dans d'autres pays s'exporter. Mais on a cette brique-là qui est prévue. Et puis, la deuxième évolution, elle concerne aussi la mise à disposition de tout un tas d'assets, c'est-à-dire tout un tas de vidéos déjà existantes, de banques images, de banques vidéo, qui va permettre aux créateurs, aux concepteurs sur les modules de justement venir améliorer encore la qualité visuelle et les éléments de feedback, les gifs animés, tout ce qui peut être utilisé encore une fois pour rendre plus vivant les différents modules. Donc des accès à toutes ces banques images et à toutes ces vidéothèques. Et puis, alors, dans la deuxième partie de l'année, ce qui est prévu en développement également, c'est la possibilité d'intégrer dans les vidéos principales des vidéos 360 et de la VR. Donc, tout le sujet de l'immersif par rapport à l'expérientiel. Donc ça, ce sont voilà, les gros chantiers visibles prévus pour 2022. Et puis, par rapport à cette notion, effectivement, d'embranchement, des évolutions aussi là-dessus, sur la capacité à faire des suggestions dans les arborescences, qui soient plutôt adaptées à des groupes d'apprenants qu'à un seul individu. Super. Alors, de quelle manière est-il possible de faire une sorte de pré-sondage? En fait, une question de Laurent. Une sorte de pré-sondage pour connaître les souhaits. En fait, vous avez la possibilité, avec l'embranchement, justement, d'avoir une première capsule qui va poser la question aux apprenants de savoir peut-être ce qu'ils ont envie d'étudier, ou alors quels sont leurs niveaux, ou alors tout un tas de critères. Et en fonction de la réponse à ce sondage, ou cette question, eh bien, ils vont être orientés sur telle ou telle branche, quoi. Voilà. J'espère, Laurent, avoir répondu à votre question. C'est aujourd'hui la manière dont on peut avoir en amont de l'expérience, justement, ce sondage, ou ce questionnement qui peut être proposé à l'apprenant par rapport à ses souhaits. On a des développements qui sont prévus effectivement pour des groupes d'apprenants, et pour donc sur des communautés en pré-sondage ensuite adapter le parcours. Mais aujourd'hui, c'est la manière dont vous pouvez le gérer en termes de forme, hein, donc d'arborescence. Question technique, donc la prise de vidéo se fait donc là, vous pouvez en fait intégrer dans la plateforme Cumulus n'importe quel type de vidéo, que ce soit des vidéos qui sont tournées avec votre smartphone, des vidéos qui sont tournées avec des appareils photo qui filment aujourd'hui, ou des vidéos professionnelles. Je pense que le dispositif des bons profs est aujourd'hui plutôt de la vidéo professionnelle. Ouais. En studio, avec un montage, des logiciels de montage. Mais de toute façon, au final, c'est un fichier .mov MP4. Oui, donc, ouais. Donc, Cumulus intègre, enfin, vous pouvez mettre dans Cumulus n'importe quel type de vidéo provenant de n'importe quelle captation et de n'importe quel logiciel, puisque ça avale, entre guillemets, tous les formats. Vous pouvez également même venir mettre dans Cumulus des PowerPoint ou des images qui vont être transformées en vidéo. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais voilà, vous avez vraiment en entrée tout un tas de ressources pédagogiques. Et sur le sujet de la vidéo, elle peut être faite avec n'importe quel type de logiciel et de matériel, et elle peut être déjà existante, évidemment, hein, et ça a été le cas pour un certain nombre de vidéos des bons profs, par exemple.
Ensuite, par rapport à la deuxième question, oui, une fois que vous avez créé votre module Cumulus, donc ce module-là, il peut être intégré dans un parcours qui est créé avec Storyline, Captivate, Rise ou autre, donc avec les outils auteurs du marché. Donc vous allez pouvoir, dans votre parcours, intégrer un module qui lui-même a des chapitres en général. Mais oui, vous pouvez tout à fait le faire. Peut-être une question pour toi, Julien ou... Alors, l'évaluation du transfert de compétences et les feedbacks. Le transfert de compétences, je ne vois pas très bien. Les feedbacks, pour le moment, nous, le feedback, c'est une information qu'on donne à l'élève. L'étape d'après, parce que nous, on enregistre, en fait, on a par ailleurs des exercices sur la plateforme, donc on enregistre les résultats. L'étape d'après, ça sera effectivement de pouvoir, avec une API par exemple, pouvoir enregistrer les résultats qui ont été faits par l'élève sur les vidéos, en plus, qui viendront compléter, parce que ça fait partie du travail. Quand on a une bonne note, en plus, on a envie de la voir, on a envie de la montrer. Donc voilà. De fait, après, nous, sur un public ado, bon, en vrai, leur vrai feedback, eux, ça va être la note en classe. Donc tout ce qu'on va pouvoir leur donner, ce sont des indications qui vont se dire, bon, ok, bravo ou attention, il y a encore du travail, de se dire qu'ils peuvent arriver confiants au moment du contrôle, mais eux ne l'exploiteront pas davantage que ça. Donc, à ce stade, en tout cas. D'accord. Et donc, pour compléter, effectivement, alors dans l'environnement professionnel, plusieurs choses importantes. La première, c'est que l'ensemble des activités pédagogiques qui sont proposées sont collectées en termes de data. Donc, on va évaluer le score. Je vois une question sur le SCORM. Donc, oui, les modules sont exportés en SCORM, exportables en SCORM. Donc, effectivement, on peut générer un SCORM et comme ça, évaluer le transfert de compétences au travers à la fois du score et donc de la rétention et de la progression ou de la complétion comme on veut. Donc voilà. Et puis l'autre sujet sur le feedback, en fait, on n'a pas forcément été au bout du module, mais quand vous allez au bout d'un module, là, à ce moment-là, il y a un écran de fin de module et cet écran de fin de module va vous récapituler votre parcours, le score que vous avez obtenu, les interactivités que vous avez ouvertes, etc. Et puis va pouvoir vous donner un feedback sur votre qualité de parcours. Et en fonction du score obtenu, vous allez pouvoir avoir des actions proposées à l'apprenant qui sont par exemple de refaire le module s'il a obtenu moins de 50% ou moins de X% en fonction du score cible que vous définissez. Et donc, ce score cible va effectivement permettre de calibrer et d'adapter les feedbacks. Vous pouvez faire des tranches très fines. Vous pouvez faire des tranches de 5%, par tranche de 5 ou 10% en fonction des scores obtenus et amener des feedbacks très personnalisés. Lorsqu'il s'agit d'un parcours à embranchement, là encore, en fonction du chemin emprunté, chaque feedback de fin de module est différent et va amener une modélisation du parcours et un retour sur les scores, mais aussi sur les choix qui ont été faits pendant le module et permettre de proposer une action, soit de faire le module suivant, soit de refaire celui-là, etc. etc. Est-ce qu'on peut utiliser Cumulus comme LMS? Alors, Cumulus a effectivement deux briques dans sa plateforme. La première, c'est une brique qui est un outil auteur, donc qui est un outil qui permet de fabriquer les modules de vidéo learning interactif, tels que les bons profs le font, et on a partagé aujourd'hui un exemple avec vous. Il y a une deuxième brique, qui est une brique de diffusion, qui en fait s'organise comme un YouTube, mais cette fois sécurisé et dédié à l'apprentissage, dans lequel vous allez pouvoir publier les modules, gérer les thématiques, gérer des groupes d'apprenants qui s'inscrivent aux chaînes. Ça fonctionne exactement comme YouTube, c'est-à-dire des thématiques, des groupes d'apprenants qui s'abonnent, etc., mais qui sont des environnements privés et sécurisés. Donc, à ce titre-là, il y a cette brique-là qui n'est pas en fait un LMS, dans le sens où vous n'avez pas tous les sujets de montée en compétences des collaborateurs, tout le
branchement au SIRH dans les entreprises, donc à la base collaborateur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus ouvert en termes de diffusion et beaucoup plus léger aussi à mettre en place pour dispenser les modules de vidéo learning interactif. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui ont été posées, en tout cas je l'espère. Donc, écoutez, merci. VR un jour, oui, VR un jour. VR un jour et VR toujours. Priscille, ouais, nous étudions ça avec attention, évidemment. On a fait déjà des tests pour voir un peu comment on peut intégrer ça et garder cette expérience, car on sait qu'aujourd'hui, les ingrédients vidéo learning interactif fonctionnent. Je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on obtient des taux d'engagement qui sont aujourd'hui, on a mené une étude sur un grand nombre d'apprenants et 82 000, je crois, de mémoire. Et on a multiplié par 4 le taux d'engagement entre un e-learning classique et un module de vidéo learning interactif. Donc, on a des ingrédients qui fonctionnent bien, même très bien, pour augmenter cet engagement qui est si précieux dans l'apprentissage. Conserver ces ingrédients dans l'environnement VR, c'est un vrai enjeu, encore une fois, du X et d'expérience d'apprentissage, que ce soit en VR ou que ce soit en réalité augmentée, puisque voilà, il y a encore une fois d'autres types d'expériences qui existent aujourd'hui et donc on est en train de travailler dessus pour voir quelles évolutions on peut apporter et quelles valeurs on peut apporter à ces prochaines expériences d'apprentissage. Mais c'est le cœur de notre travail que d'avoir ces expériences et de les mettre au service des apprenants pour qu'il y ait des résultats intéressants. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Julien, merci beaucoup également. Je suis même appris des choses, je suis content. Bien, moi aussi, c'est bien. Ravi d'avoir pu partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser au travers de l'événement qui a été créé ou des emails qu'on va vous transmettre. Et vous aurez également le replay à disposition. On le mettra à votre disposition et évidemment à la disposition de tous ceux et celles qui n'ont pas pu se connecter mais qui étaient inscrits à ce webinaire. Donc voilà, on vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir.